Nous sommes en direct, merci de votre fidélité comme chaque matin. Depuis le 7 octobre, les perspectives de certains membres de la communauté juive mondiale ont changé, certains décidant de s'installer en Israël, malgré donc les massacres du 7 octobre et en raison aussi de cet antisémitisme galopant en Europe. On va en parler justement avec notre invité Ari Abitbol, directeur de l'agence juive. Il est avec nous en studio. Bonjour Ari. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous. Et oui, vous êtes à Paris pour quelques jours. Alors, avant de parler de l'Alia, vous avez passé ces dernières semaines en Israël. Quel est le climat aujourd'hui dans le pays? Est-ce que vous ressentez peut-être que quelque chose a changé au sein des esprits en Israël depuis le 7 octobre? Il est bien évident que l'esprit a totalement changé. Autant on est passé d'une profonde obscurité, comme j'ai l'habitude de dire, à une grande lumière, de voir autour cette solidarité, cette unité qu'on voit dans le peuple israélien, qui se voit dans des petits actes de tous les jours, dans la vie de tous les jours, avec les voisins, avec les amis, avec les gens avec qui on n'avait pas l'habitude de discuter, la société qui était fragmentée, qui s'est complètement remise ensemble, que ce soit le monde haredi, le monde religieux, le monde laïque, oui. Tout le monde un petit peu ensemble. Et je vis depuis 25 ans en Israël, je n'avais jamais vu une telle unité, un tel sentiment. Et donc ça crée une grande lumière qui se voit moins paradoxalement quand je viens dans les communautés, parce qu'on a encore en tête les événements terribles du 7 octobre, mais on ne voit pas peut-être, même si on en entend parler, cette unité-là qu'on voit vraiment partout. L'unité retrouvée au sein du peuple juif, effectivement. Alors, en tout cas, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, justement, depuis le 7 octobre, les vagues d'Alia ne se sont absolument pas arrêtées et ont même progressé. Qu'en est-il exactement? Je crois que les demandes explosent là. Tout à fait. Autant les premières semaines, c'est normal, les gens ont un peu réagi en disant on va attendre un petit peu, voir ce qui se passe. Donc, les demandes ont un petit peu baissé. Et 2-3 semaines après, ça a été le revirement total. Plus Israël est rentré dans l'opération et plus les vagues antisémites ont eu lieu un petit peu partout. Mais je crois que ce n'est pas que ça. C'est à la fois le sentiment de se sentir un petit peu menacé, mais c'est une grande solidarité, une grande identification avec l'État d'Israël qu'on voit à travers des volontariats et à travers les demandes d'Alia qui explosent à travers le monde. Et d'ailleurs, c'est pas un phénomène qui est exclusif à la France. Tout à fait. Alors la France est en numéro 1. On a plus de 500% de demandes de dossiers ouverts d'Alia. Donc je parle pas uniquement de demandes d'information, je parle de dossiers d'Alia. On a un salon là le 17 décembre. On a à peine mis une publicité rapide sur Instagram. On avait déjà plus de 100 inscrits. Donc c'est allé très très vite. Et 100% d'augmentation de demandes aux États-Unis, 70% en Australie, 50% en Angleterre. Au Canada également, on voit plus de 30% d'augmentation. Même dans des pays qui paraissaient a priori calmes, où il faisait bon vivre pour les Juifs, on ressent à la fois cet antisémitisme et cette envie de venir en Israël. Ouais. C'est vrai que c'est assez fou en fait. On a du mal aussi peut-être à comprendre, en tout cas certaines personnes peuvent avoir du mal à comprendre comment après des événements aussi terribles que ceux du 7 octobre, on ait envie d'aller en Israël encore plus. Tout à fait, c'est quelque chose d'illogique qui serait très difficile d'expliquer à quelqu'un d'extérieur. D'ailleurs, j'ai essayé de le faire à certains journalistes et c'était compliqué d'expliquer cela. C'est pour ça que je dis ce n'est pas uniquement une question de ressenti d'antisémitisme ou de mal-être, c'est aussi une grande identification avec Israël. Se rapprocher de son identité. Tout à fait, de dire, voir les soldats de Tsahal, vous savez les images des soldats fiers qui sont là, qui rentrent et qui risquent leur vie chaque jour et d'entendre les commentaires des parents et de tous les gens, ça crée un vrai sentiment d'identification qui crée forcément... Vous savez, l'Alia de France a eu 2 pics, un en 68 et un en 2016. C'est pas du tout les mêmes pics. L'un était un pic d'identification après la guerre des 6 jours, de se dire on est fier de notre État, on voit que notre État a réussi à sortir de ce danger-là et on veut y aller. Et le deuxième pic qui était un pic de départ suite à l'antisémitisme. Je pense que c'est le mix un petit peu des deux que nous ressentons. Est-ce qu'on a une idée du profil de ces nouveaux Olim, de ces immigrants? Est-ce que ce sont des familles jeunes? Est-ce que ce sont des personnes âgées? Ce sont essentiellement des familles avec des jeunes enfants que nous avons. Beaucoup de familles. Des jeunes aussi, des étudiants, des jeunes qui ont fini leur cursus ou qui sont avant leur début de cursus. Moins les retraités. Moins les retraités, mais plus les jeunes et les jeunes couples énormément. Je pense que c'est plus de 90% de cette vague, c'est des couples avec des jeunes enfants. Après, c'est vrai qu'Israël propose aussi des programmes pour les étudiants, notamment pour les personnes. Il y a le programme Massa, notamment. Tout à fait, le programme Massa. Aujourd'hui, on a mis en place un programme de stage pour remplacer les Israéliens qui sont sur le front
et donc qui a besoin de têtes pensantes et de mains sur le marché du travail. Donc, on a eu un appel extraordinaire de plus de centaines de jeunes qui veulent venir faire des stages en Israël pendant cette période-là, mais aussi pour les familles, les jeunes familles qui viennent. Et si je peux me permettre, il y a aussi un autre phénomène que je n'avais jamais vu depuis des années que je travaille dans ce domaine-là. C'est pas une seule famille qui appelle pour vérifier, c'est plusieurs familles. On a un coup de fil de quelqu'un qui dit « Je représente 3-4 familles de tel ou tel quartier ou de telle ou telle communauté. On veut partir ensemble. » On m'a invité là dimanche je ne citerai pas, mais enfin dans une des grandes communautés parisiennes. Et la dame a dit, je représente 3-4 familles, et chaque jour, elle me rajoute une famille. On est déjà une quinzaine de familles. Du coup, on n'est pas sûr qu'elle a là chez elle, à la maison, pour recevoir tout le monde. Mais c'est un petit peu un phénomène que je n'avais jamais vu. En général, les gens appelaient, se renseignaient pour elle. Là, c'est des groupes de personnes qui ont besoin peut-être de se donner ce courage ensemble de pouvoir partir. Mais alors concrètement, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut décrire le processus d'immigration pour les nouveaux arrivants? D'abord, il y a le processus naturellement administratif, mais qui en général n'est pas compliqué. Donc, il faut contacter l'agence juive. Voilà, pour les papiers. Et il y a la partie, je pense, la plus complexe, c'est de décider où le choix. Parce que le choix de la ville, c'est très important au niveau professionnel, au niveau de l'éducation des enfants, ce qui est très important. Je rappelle que c'est des familles avec des enfants, donc ils veulent l'éducation qui correspond à ce qu'ils connaissent. Parfois, ce qu'on connaît de l'éducation juive en France n'est pas forcément ce qui existe en Israël, donc il faut faire des compromis, il faut voir où est-ce qu'on va préférer mettre nos enfants. C'est-à-dire qu'une famille qui n'est pas très religieuse ne va pas forcément s'installer dans un quartier religieux à Jérusalem. Tout à fait, ou une famille pas forcément très religieuse, mais qui avait ses enfants dans des écoles très religieuses en France, c'est pas les mêmes écoles en Israël. Je donne un exemple, une dame qui ne s'habille pas forcément de manière très religieuse, mais qui a ses enfants dans une école très religieuse en France, et ça passe totalement. En Israël, ça passera pas forcément de la même manière, donc il faut trouver des écoles qui correspondent. Alors il y a beaucoup de types d'écoles en Israël, ça existe, mais il faut adapter le modèle, et c'est sur ça que nous travaillons le plus, pas sur le côté administratif qui est relativement simple et qu'on arrive à faire rapidement. Donc vraiment, il faut s'adapter à chaque profil, chaque famille. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des services d'accompagnement, de soutien aussi? Quelles sont les aides qui sont proposées par l'agence juive une fois que les familles sont en Israël? Alors d'abord, l'agence juive a vocation de s'occuper avant le départ, à l'arrivée, beaucoup à la suite pour les jeunes, que ce soit dans les programmes Massa, les centres d'intégration. Pour les familles en général, c'est plus le ministère de l'intégration et des associations comme notamment Kalita et d'autres qui prennent le relais et qui accompagnent les Olim, que ce soit sur l'emploi, le hub de l'emploi, tous les projets qui sont en fait proposés à travers les différentes associations et le ministère de l'intégration derrière ça par rapport aux différentes choses. Aujourd'hui, l'Aliyah de France a vraiment toutes les associations dans tous les domaines possibles qui existent depuis la vague de 2015. Donc, je pense que nous sommes prêts à recevoir une vague d'Aliyah si c'est le cas. Vous êtes prêts à recevoir cette vague d'Aliyah et on a parlé donc des démarches. Il y a un salon de l'Aliyah qui aura lieu à Paris donc dans quelques jours. Tout à fait, le 17. Comment ça se passe? Tout à fait. Le lieu, je ne pourrais pas le dire pour l'instant pour des raisons de sécurité. Mais en tout cas, ça aura lieu le 17 décembre, donc le dimanche 17 décembre à Paris, le 18 à Marseille et le 19 à Lyon. Et le lieu sera communiqué aux gens qui s'inscriront quelques jours à l'avance. Alors sur votre site internet, pour terminer, Arié Abitbol, vous écrivez: notre mission, l'agence juive aide les juifs du monde entier dans leur démarche d'Aliyah, assure la sécurité des juifs dans le monde, renforce l'identité juive. Alors comment renforcer cette identité juive pour les personnes qui n'ont pas forcément envie de faire leur Aliyah? Tout à fait. C'est encore une de nos missions qui est une mission importante sur laquelle nous investissons beaucoup. Nous avons des shlichim, donc des délégués qui sont là, qui vont dans les campus, qui parlent avec les jeunes. Dimanche dernier, nous avons fait une conférence, il y avait plus de 50 jeunes qui sont intéressés. Vous savez, ce qui se passe en ce moment a réveillé beaucoup de jeunes qui forcément n'étaient pas forcément dans la communauté, qui s'interrogent, qui s'interpellent, qui veulent avoir des réponses par rapport à Israël. Hier, un responsable communautaire m'a dit dans une ville du Sud, nous sommes ignorants sur l'histoire d'Israël. Venez nous amener un petit peu l'histoire, parce que ça nous aide à la fois à renforcer notre identité et à pouvoir répondre aux différentes questions que les gens posent parfois naïvement, pas forcément par antisémitisme, de pouvoir répondre, de dire les faits sont ceux-là. Venez nous amener ça avec Israël. C'est quelque chose sur lequel nous allons également investir beaucoup dans les prochaines années. Eh bien, merci beaucoup, Arié Abitbol, directeur de l'agence juive. On reparlera évidemment de ce grand salon de l'Aliyah pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent et qui souhaiteraient aujourd'hui peut-être faire leur Aliyah, s'installer en Israël. Merci beaucoup, Arié. Merci, Léna. Et à très bientôt.